Alors si je vous parle de ça, c'est parce que l'image de M. Arthur Bertrand est l'image dominante par excellence. C'est l'image vue d'en haut. C'est-à-dire cette idée, on va tout englober. On va tout mettre dans l'image. C'est l'image vue d'en haut, c'est l'image satellitaire. C'est l'image du contrôle. C'est l'image du flic. C'est l'image sans hors-champ. Le monde est un, homogénéisé, mondialisé, unifié, il n'y a plus de hors-champ. Voilà. Cette image nous veut quelque chose, puisque nous avons été sommés de la voir. Ces images-là, ce que je suis en train de décrire, que ce soit Mamadou qui a un business plan, que ce soit celle-ci, que ce soit les jeux télévisés, c'est la même chose. D'ailleurs, les jeux télévisés, eux aussi, sont basés sur la déliaison. Vous êtes fatigué de journée de travail, vous avez 3 boulots dans la journée, vous êtes fatigué, vous avez le droit de vous divertir un peu et de regarder TF1. Oui. Mais c'est quoi des jeux télévisés? Ils ont tous le même scénario. Et c'est un scénario de la déliaison. Toutes ces émissions télévisées. On assemble quelques personnes qui ont une passion commune, un goût commun, on les met ensemble, par exemple ceux qui aiment chanter, on va les envoyer dans un truc qui s'appelle la Nouvelle Star. Ceux qui aiment la cuisine, on va les envoyer dans je ne sais pas si vous avez ça en France, en Belgique, il y a une émission qui s'appelle Top Chef. On est lui, le meilleur cuisinier, et sur d'autres chaînes belges, une chaîne privée, RTL TVI, il y a une nouvelle émission, ceux qui aiment coiffer, les coiffeurs, vont se rassembler, et on va élire le meilleur coiffeur. Ceux qui aiment voyager vont aller à Koh-Lanta, et ceux qui aiment baiser vont aller à l'île de la Tentation. Voilà. Donc on prend des gens qui ont une passion commune, ça fait un groupe, et le scénario consiste à les séparer, à les délier les uns des autres, semaine après votre complicité. Et toutes les émissions de divertissement sont basées là-dessus. Il y avait un modèle, c'était en France, comment ça s'appelle? Le maillon faible. Vous avez tous vu le maillon faible, c'est basé là-dessus. Voilà, c'est un scénario. Scénarisation de la déliaison. C'est une accoutumance progressive à ce qui se passe. C'est ça, l'image dominante. À ça, j'oppose l'image qui raccorde, et c'est l'expérience cinématographique. Donc, je vais un peu vite. Je pourrais juste encore faire en 3 phrases. Autre émission de divertissement, ce sont ces émissions qui sont basées sur un expert qui va vous expliquer ce qu'il faut faire. La société va mal, et donc la télé va s'en charger. Par exemple, vous avez des vies de merde, on ne sait plus s'occuper des enfants, on ne sait plus comment les élever aujourd'hui, pas de panique, pas de problème, nous avons Super Mamie. C'est sur M6. Elle débarque dans votre famille et s'occupe de tout. Une semaine après, les enfants sont dressés comme des enfants sages. Par ailleurs, cette madame a un chignon, des lunettes, et un tailleur bleu marine, comme dans les années 50, on dirait une vieille instite, ressemble étonnamment à celle qui animait le maillon faible, on dirait que c'est sa soeur ou sa cousine, voilà. Et puis, comme nous avons des vies de merde et qu'on n'a pas le temps de faire le ménage, on ne sait plus comment faire, eh ben, il y a aussi sa cousine, c'est Super Nanny, c'est sur une autre chaîne française, c'est Super Nanny, elle vient vous expliquer comment faire votre ménage. Et ainsi de suite. Toute une série d'émissions sont basées là-dessus. C'est-à-dire en une phrase, sur le transfert de votre faculté d'expérience vers l'expertise dans l'autre. Voilà, on va déléguer. Abandon de l'expérience. Transfert vers l'expertise. Tout ça prépare peut-être à l'homme providentiel, au niveau politique. Eh bien, vous l'avez, ça peut être Macron. Oui, mais il n'y a rien d'innocent. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Ça fait beaucoup d'images ensemble, beaucoup d'images. Et si on les raccorde, c'est toujours la même. Elle nous dit quelque chose, c'est ce monde-ci. Alors venons-en maintenant au cinéma, qui est évidemment le contraire. Si je m'égare, m'arrêtez, hein, je regarde. Je dis, hein, si je vais à côté de la plaque, ça peut m'arriver. J'essaie de résumer, je vais un peu vite, j'ai tellement de choses à raconter, mais je pense que c'est important de savoir dans quel monde d'image et de langue nous allons maintenant essayer de réfléchir le cinéma. Je vais d'une exergue, c'est toujours la même, mais j'y tiens beaucoup. C'est une phrase de Fernand Deligny, qui va vous dire pourquoi on se rassemble cet après-midi. Fernand Deligny, en un mot, c'est un des plus grands écrivains de langue française du XXe siècle, c'est une des plus belles langues. Il est d'abord connu parce que c'est un pédagogue qui a beaucoup marqué au XXe siècle aussi, qui travaille essentiellement, en tout cas dans la deuxième moitié de sa vie, avec des enfants autistes. C'est aussi un cinéaste. Il a fait qu'un film, avec l'aide de Jean-Pierre Daniel, un monteur, et de José Manenti, qui n'avait jamais touché une caméra de sa vie, et qui ont fait des images. Le film s'appelle Le Moindre Geste. C'est une des choses les plus belles que j'ai vues dans ma vie. Et par ailleurs, il tenait un journal, il s'intéressait beaucoup au cinéma. Pour la petite histoire, ça raconte avec un monsieur dont j'ai cité le nom, André Bazin, juste après la guerre,
Ils étaient en colocation ensemble, et paraît-il, c'est Bazin qui a appris à Deligny à faire le café. Ça, c'est pour l'anecdote. Bon, bref, il y a un rapport avec le cinéma. Et à la fin de sa vie, dans le journal intime, qui est toujours malheureusement inédit, tous ses écrits, par contre, les autres ont été publiés. C'est un livre magnifique, tout dans le même volume, aux éditions Laracné, hein, c'est une splendeur. Écrit pédagogique, écrit littéraire, et même pièce de théâtre. Oui, à la fin de sa vie, une semaine ou deux avant de mourir, il écrit ceci. Que deviendront les yeux d'un enfant le jour où il n'y aura plus rien à voir? Je vais la répéter cette phrase parce que c'est fort. Que deviendront les yeux d'un enfant le jour où il n'y aura plus rien à voir? Eh bien, si nous sommes réunis aujourd'hui, et si je m'obstine à aller plus vite, c'est pour faire en sorte que ce jour n'arrive jamais. Parce que je dis parfois, quand je suis de mauvaise humeur le matin, ou un peu trop inquiet, j'ai parfois le sentiment qu'on y est presque. Que nous sommes à l'avant-veille de ce jour. Et ça ne va pas du tout, parce que j'ai des gosses. Que deviendront les yeux d'un enfant le jour où il n'y aura plus rien à voir? Alors vous allez dire, le Belge a encore fait un peu avec le trop. Il n'y a jamais eu autant à voir. Ah bon? Il n'y a jamais eu autant à regarder, mais à voir. Il a dit voir, il n'a pas dit regarder. Évidemment qu'il n'y a jamais eu autant à regarder toutes les images et toute l'actualité du monde nous parvient maintenant par tous les ports et les supports, même comme ça de sortir, surtout chez nous, par Internet, le satellite, une chaîne de télévision. Voilà, on ne sait pas, mais ce qu'on voit. Alors j'ai eu la curiosité d'aller regarder au dictionnaire, j'ai pas pris le dictionnaire, c'est un peu lourd, mais j'ai noté la définition du dictionnaire. C'est des petits gestes tout simples qu'on ne fait jamais, mais faisons confiance aux mots, ils ont une histoire. Ils nous en disent parfois long, puis on oublie le sens des mots. Je suis allé voir ce que ça voulait dire regarder. Le dictionnaire Robert, qui était plutôt une bonne marque. Regarder. Faire en sorte de voir. C'est pas moi qui le dis, hein. Faire en sorte de voir. S'appliquer à voir. Ah, tant bien. Faire en sorte de voir, ça ne va pas de soi. S'appliquer à voir, attention, ça désigne un travail. C'est une activité. C'est un geste. C'est physique. C'est un exercice. On peut regarder sans voir. Regarder, c'est simplement le geste porteur d'une possible promesse de voir et rien n'est gagné d'avance. C'est ça. Voir. Voir serait le possible résultat d'une activité qui consiste à regarder. Voir comme promesse. Regarder pour peut-être être sur le point de voir. Belle phrase, ça. C'est pas de voir, c'est de Deligny. Être sur le point de voir. C'est aussi bien que dans le cinéma documentaire, on dit toujours qu'il faut un point de vue. C'est vrai, on ne tourne pas les mains dans les poches. Et tout le monde a un point de vue. Mais je préfère le point de voir. Parfois, le trop de points de vue empêche le cinéma. Je veux dire par là que, je dis souvent ça aux étudiants, ils ont un point de vue, et après, lorsqu'ils font leur premier exercice documentaire, ben, ils vont chercher à prélever dans le monde les images qui vont illustrer, ou correspondre à leur point de vue. Alors il n'y a pas de cinéma. Pour moi, le cinéma, ça consiste à être, via les formes, et via l'activité du geste cinématographique, c'est espérer voir. On ne sait pas encore. Il faut faire pour voir. J'aime beaucoup cette expression-là. Faire pour voir. Je fais une courte de digression, mais la majorité des films ont déjà été vus avant d'être faits. Et c'est même la condition pour les faire. Je veux dire par là que c'est le modèle dominant. On a pensé un film, on l'a imaginé, on l'a rêvé, on a dialogué, découpé, scénarisé, etc. Et puis après, ben, au moment de le faire, au moment du tournage, on s'arrange pour que toute l'équipe aille dans le même sens et que, à l'arrivée, ben, il y ait ce qu'on avait vu. Voilà. Et ce que je trouve beau, moi, dans le cinéma, c'est lorsque ça ne suffit pas. Et que lorsque l'on tourne, et que ce soit fiction ou documentaire, c'est en tournant que je vais voir. Je vais voir pourquoi je tourne, que je vais comprendre enfin le lien, la relation avec mon sujet. Trop de cinéastes, me semble-t-il, ils sont moins, leur coefficient cinématographique est moindre, trop de cinéastes ont besoin d'avoir vu le film pour pouvoir le faire. Je trouve qu'il y a beaucoup de cinéma dans la veine minoritaire des cinéastes qui ont besoin de faire le film pour pouvoir le voir. Voilà. Être sur le point de voir. Et donc, allons un peu plus loin. Pensons ce mot voir, que nous employons mécaniquement. Et qu'est-ce que l'on dit lorsque
Et on le dit tous. Vous marchez dans la rue avec votre compagnon, votre compagne, et à un moment donné, vous dites « Tu as vu ? Tu as vu celle-là comme elle a l'air triste ? Tu as vu celui-là comme il a l'air malheureux ? Tu as vu celle-là comme elle a l'air comique, rigolote ? Tu as vu cette rue ? Tu as vu le nom de la plaque ? Regarde Marx. Tu as vu ce monument comme il est beau ? Voilà. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on fait quand on dit ça ? Nous avons été prélevés dans le magma opaque du visible, quelque chose qui nous a touchés personnellement. Nous avons fait une sélection. C'est un raccord. Nous avons découpé les choses. On n'a pas laissé la somme du visible comme une image totalisante, totalitaire, homogène. On est allé chercher quelque chose qui nous relie et que nous interprétons. Quand on dit « tu as vu », c'est déjà la relation. Ça désigne un raccord, une relation, un lien. Ça désigne déjà peut-être même une interprétation. Ben oui, comme Sainte Thérèse d'Avila avait des visions et Rimbaud des illuminations. C'est ça une vision. C'est déjà un dépassement du visible. C'est déjà une manière de faire des trous dans le visible. Et s'il n'y a pas de trous dans le visible, par où voulez-vous que passent les affects, les idées, les émotions ? Il faut des trous. Le visible cache, il faut le trouver. Et c'est la fonction de l'art. Marcher, regarder, pour trouver et interpréter quelque chose. Quand on dit « j'ai vu », je vois, j'y vois plus clair. J'y vois plus clair dans ce qu'ils veulent me dire là à la télé, tous les jours, avec leurs mêmes discours, et leurs mêmes experts, et leur même langage, leur même non-langue. Oui, je commence à y voir plus clair. Je vois mieux ce qu'on me veut. Oui, j'y vois plus clair. Je trouve mieux ma relation, mon lien avec tout ce qui m'entoure. C'est ça la fonction de l'art. C'est de faire en sorte que je puisse mieux y voir. Parfois, il faut du temps pour voir, ça va pas de soi. Et c'est marrant, moi j'y pense pas. Je parlais avec le projet il y a 2 minutes. Mais bon, il n'y a pas 2 minutes. Tout à l'heure, de Jean Grémillon, qui est un de ces cinéastes de chevet, donc il est un grand amoureux, un grand spécialiste. Ils m'ont parlé d'un film que j'ai revu via l'étudiant il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Diana la Métis, une fiction. Je connaissais le film, mais je n'avais pas vu. C'est 20 ans plus tard, en le revoyant, je me dis merde. Quel beau film sur la lutte des classes. Quel beau film sur les rapports sociaux. Il faut du temps, et c'est la forme qui m'avait trouvé ça. Je dis ça, mais c'est vrai pour plein de films. Voir, ça va vraiment pas soi, ça suppose une aptitude, donc un travail, peut-être une éducation, une formation, ça suppose de la patience. Mais les résultats sont magnifiques. Et une anecdote, celle-là elle est belle. C'était il y a 3 ou 4 ans, je sais pas, au mois d'août, c'était l'été. Je vais vous parler de ma petite fille, à qui je l'ai dit cet après-midi. Elle s'appelle Hélène, elle a 12 ans, et là, elle en avait 8. Je n'oublierai jamais cette photo, parce que j'ai dans ma tête la photo. J'avais fait pendre le drap de lit blanc que je venais de laver sous la corde à linge au fond du jardin. Donc ça sèche plus vite au soleil. Il y avait une légère brise. Et derrière la corde à linge, il y a l'arbre, un cerisier. Et il y avait une légère brise, en ombre chinoise, sur le drap blanc, se profilaient un peu les feuilles, qui s'appoggeaient un petit peu, quoi. Puis ma gamine, elle avait remarqué ça, elle a regardé. Alors après, elle est allée chercher je ne sais pas comment on dit en français, la chaise longue, et elle s'est mise devant le drap blanc. Elle a resté pendant 5 minutes, silencieuse, à regarder le drap blanc. Moi, je commence à m'inquiéter un peu. Je dis, enfin, Hélène, qu'est-ce que tu fous? Je lui dis, papa, tais-toi. Il est si beau ce film. Magnifique. Magnifique. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous nous rencontrons. Pour que la prévision de Deligny n'arrive jamais, et pour qu'encore et toujours une petite fille puisse dire « Papa, tais-toi, je regarde et je vois l'invisible ». Elle était en train de se faire un film. Ça ressemblait à une histoire, peut-être un film d'action, Panique dans la jungle, que sais-je, ça bougeait dans tous les coins. Oui, on aurait dit une forêt vierge. C'était splendide, ces ombres chinoises. Naissance d'un acte cinématographique, en tout cas, naissance d'une spectatrice. Ça me fait penser aussi à une autre petite fille que j'ai rencontrée un jour à Nice, dans la rétrospective, Kiarostami, qui était venue. Et avec Kiarostami, nous on donnait des cours toute la journée aux Beaux-Arts, mais le soir, on venait présenter des films, tous ces films. Et on avait remarqué qu'au premier rang, tous les jours, tous les soirs, il y avait la même petite fille, 11 ans. On n'a pas vu toute seule, je me suis renseigné, sa maman était instite. Mais bon, elle avait de la chance. Et on ne parlait pas des films, on avait prévu en fin de semaine une réunion publique avec les spectateurs pour parler des films qu'on avait vus dans la semaine, et la petite fille était de nouveau là.
Kiarostami l'avait repéré. Alors il prend Kiarostami lui dit, ben voilà, c'est toi qui vas poser la première question, comme tu viens tous les jours. Ben, évident, pour une gosse de 11 ans devant une salle pleine, de pouvoir poser une question à Kiarostami, le plus grand cinéaste iranien. Et il prend la parole et il dit, Monsieur Kiarostami, on parle beaucoup du vent dans vos films. Parfois même dans le titre de vos films, il y a le vent. Mais comment on fait pour filmer le vent? C'est magnifique. Elle a 11 ans. Et elle demande à Kiarostami comment on filme l'invisible. Ça vous change un petit peu du cornichon du 7e rang que dans toutes les salles de cinéma dès qu'il y a un invité, qui est toujours au 7e rang parce qu'au premier il se fait casser la gueule par le cinéaste, au dernier on ne le verrait pas assez. Et qui est là au milieu. Je vous ai à l'œil. Parce que le monsieur du 7e rang, c'est celui qui dit au même Kiarostami, oh, monsieur Kiarostami, votre film, il est splendide. Il est magnifique et tellement vrai. Je dis ça parce que c'est la même voiture que celle avec laquelle j'étais parti en voyage de noces avec ma femme. Et il raconte le voyage de noces. C'est parti. Et vous apprenez qu'ils sont tombés en panne d'essence à Brive-la-Gaillarde, qu'ils ont dû aller manger là-bas chez tel routier. On connaît tout. C'est insupportable, spectateur, entre guillemets, j'appelle pas ça un spectateur, j'appelle ça un emmerdeur. L'insupportable emmerdeur du 7e rang qui vous confisque notre expérience de spectateurs en commun, voir un film ensemble, pour en parler ensemble, au profit de séminaires, de petites anecdotes personnelles, et c'est parce que, et pour ça, c'est vrai. Voilà. Lui, il a aimé le film parce que c'est vrai, ils ont la même bagnole. Merde! Je préfère la petite fille. Je préfère la mienne. Qui, elles, ont compris l'importance d'un regard pour voir et l'importance de formes qui font voir. C'est à cette petite fille qu'on s'adresse, et donc à vous, pour que vous continuiez à faire en sorte qu'elles prospèrent, ces petites filles, et que nous puissions jusqu'au bout les accompagner. Voilà. Bon, ça va complètement égaré. Non, non, pas du tout. Nous allons parler. Bon, qu'est-ce qu'il faut alors pour voir? Est-ce qu'il y a des images qu'il faut voir et d'autres images qu'il ne faut pas voir? Et dont la fonction est d'empêcher de voir. Ben oui, il y en a. La majorité des images nous empêchent de voir. Et c'est pas parce que c'est du cinéma, Gaston Lagaffe, que vous allez voir quelque chose. Alors, je réfléchis pas beaucoup un coup, parce que le temps passe. Oui. Une image qui fait voir, c'est une image trouée. C'est une image avec hors-champ, c'est sa première définition. Et c'est ça, la première spécificité du cinéma, c'est de jouer avec le hors-champ, c'est-à-dire de savoir qu'on ne peut pas tout mettre dans une image. C'est le premier savoir du cinéma, je ne peux pas tout mettre. C'est évidemment ce savoir-là qui est inacceptable pour toute forme de pouvoir. Un pouvoir ne peut pas supporter de ne pas tout contrôler. La vocation du pouvoir hégémonique est de tout contrôler, de tout mettre dans l'image, donc refus du hors-champ. L'image de M. Bertrand, c'est ça, c'est une image totalisante, donc il y a une image totalisante, nous préparons, si ce n'est déjà fait, à vivre dans un monde totalitaire. Qui dit image sans hors-champ, dit image totalisante, qui dit image totalisante, dit image totalitaire. Pour société totalitaire. Et je rappelle donc une nouvelle fois, j'enfonce le coup, le cinéma tel que nous défendons nous, c'est l'antidote. Puisque le cinéma est basé sur le hors-champ depuis le premier jour. C'est le beau savoir du cinéma. Depuis le premier jour, on sait qu'on ne peut pas tout mettre dans une image. Alors reparlons un tout petit peu des Frères Lumière, puisque je suis à Lyon. Et des premiers films que j'ai revus récemment, et vous êtes à Lyon, c'est facile à trouver, une centaine, peut-être même un peu plus, de films Lumière ont été réédités récemment par l'Institut Lumière dans un coffret DVD qui est splendide. Bon, tout n'est pas bien dans les bonus, mais il y a des choses magnifiques. Ne serait-ce que l'occasion de revoir ces films, de revoir ou de voir. Parce que même si je suis historien du cinéma, il y en a que je ne connaissais pas. Voilà. Et donc j'ai fait, on va dire l'effort, c'est pas l'effort, c'est un plaisir, de tout revoir. En vrac. Pas un, et puis j'analyse, puis un. Non, la première démarche était de tout voir, pour voir ce qui faisait le lien d'un film à l'autre, ce qui revenait d'un film à l'autre. Parce que c'est très troublant. Il y a des choses qui reviennent tout le temps. Et ça, c'est splendide. Et ça concerne le hors-champ. D'abord, la première chose qui frappe quand on regarde tous les films Lumière, c'est, je le disais tout à l'heure, quel monde! Il y a un monde fou dans les plans. On ne sait pas où les mettre, on dirait des boîtes à sardines. Ça passe tout le temps.
Je ne parle pas de tous les films lumière. Il y a des films un peu plus fictionnels, ils sont formidables, mais un film de famille, tourné dans leur jardin, où on fait des petites scénettes, c'est magnifique. C'est déjà l'invention un peu du burlesque, La Rose Arrosée, que vous connaissez, ou un film que j'aime beaucoup, où on voit un faux cul-de-jack qui fout le camp, il y a un faux flic qui arrive, c'est de la mise en scène, c'est de la fiction, c'est formidable, avec un chien qui part avec, ou ce très joli film, enfin joli, ce premier film d'horreur de l'histoire du cinéma, je ne sais pas si c'est très joli, mais où il y a une petite fille qui s'appelle La jeune fille et son chat. Et on voit un plan très rapproché, une gosse qui doit avoir 1 an, et bon, elle essaie de manger, et puis il y a un chat qui fait comme ça, devant son visage. Elle a la trouille, évidemment, elle se met à chialer. Et c'est normal, c'est dangereux. Le chien l'empêche de manger, et puis en plus, ce qu'on peut dire, déjà des questions se posent, parce que moi je serais cinéaste, je l'aurais évacué le chat, pour qu'il ne fiche pas le visage de la môme. Là, donc, le plan dure, hein. Tchac, tchac. Et puis après, le chat, il fout le camp, il sort du plan, il va hors champ. Une seconde après, comme il y a encore un peu de pellicule dans la bobine, il reste 20 secondes, le chat revient. Il ne revient pas à la bonne place. Il n'est pas revenu tout seul, ce chat. Il y a évidemment un des frères lumière qui sont parus, qui l'a pris par la peau du dos et qui l'a remis dans le plan pour clôturer le film. Nous sommes dans la fiction. Et nous sommes dans le premier film d'horreur de l'histoire du cinéma. C'est formidable. Voilà. Donc à cette veine-là, plus intimiste, plus drôlatique, on joue de scénettes, comme on disait à l'époque. Mais la majorité des films sont ceux des fameux opérateurs lumière que vous connaissez. Pour la petite histoire, je l'ai appris il y a 15 jours que vous ne savez pas, dans la sortie des usines lumière, il y a un monsieur qu'on ne peut pas louper, puisque c'est le seul qui sort en vélo. Il s'appelle Doublier, c'est son nom. Et il est devenu un des principaux opérateurs lumière. Ça, c'est magnifique. Magnifique, parce que le type qui sort comme employé, il en ressort comme opérateur. C'est formidable. Et si on veut bien considérer que le cinéma est l'art de la mémoire, de ne pas oublier qu'un des premiers opérateurs ayant vocation à ce qu'on n'oublie pas s'appelle Doublier. Moi, parce que je suis belge, je trouve ça formidable. Voilà. Monsieur Doublier a lutté contre l'amnésie, ça me paraît logique. Bref, je ne sais pas pourquoi je raconte ça. Oui, donc les opérateurs lumière, les films lumière, à tonalité davantage documentaire. Et il y a un monde fou. Alors, pourquoi il y a un monde fou? Parce que c'est tourné dehors. Et forcément, ben non. C'est une première décision magnifique. Toute l'histoire du cinéma est en train de se jouer dans ce choix. On aurait très bien pu dire, non, on va domestiquer le monde et on va tourner ailleurs. Quelqu'un d'autre, quelques mois plus tard, le fera, c'est l'autre option. Mais déjà l'idée de dire, on va faire avec le monde. Et ce n'est pas rien, quand on s'appelle cinéma, de faire avec le monde. Surtout au début. Parce que je vous rappelle, enfin, vous savez que c'est à Lyon, mais quand même, une phrase, les contraintes techniques du cinéma, parce que le cinéma a de sacrées contraintes techniques, moins d'1 minute. Un film égale un plan, moins d'1 minute, on a pas inventé le montage. C'est lié à la capacité de la pellicule. On va dépasser 52 secondes, 53. Et le plan généralement est fixe. Voilà. Et la caméra est sur pied. C'est ça. Et avec ça, on va filmer où? Grave décision, dans le monde. Donc, cette logique du cinéma, avec toutes ces contraintes, la logique du cinéma est quand même de fixer quelque chose. D'enregistrer, de fixer quelque chose. Oui, mais dans le monde, la logique du monde, c'est de bouger. On est là dans un conflit magnifique. La logique du cinéma, fixer quelque chose, est contradictoire avec la logique du monde, où ça bouge tout le temps, où chacun va à ses occupations, surtout lorsqu'il n'y a qu'un plan. Et je revoyais il n'y a pas longtemps un très beau film de fiction d'Alain Tanner, en 1981, ça s'appelle Dans la ville blanche. C'est pas une digression que je vais faire là. Ça raconte l'histoire d'un marin perdu. Il en a marre, il est fatigué d'être matelot, de jamais être chez lui, il craque. Il arrive à Lisbonne et il décide de ne pas repartir à bord. De rester à Lisbonne, il erre dans la rue de Lisbonne, d'où le titre, Dans la ville blanche, il rencontre une jolie barbette, et il lui parle, et lui demande, je ne sais quoi votre métier, matelot, ça veut dire quoi, être matelot, et voilà la phrase qui tue, magnifique. Dit j'en ai marre d'être matelot parce que, je cite, dans la cabine, c'est trop petit, et dehors, c'est trop grand, on n'en voit jamais la fin. Je me dis voilà, ce type ne le sait pas, c'est Bruno Ganz, l'acteur, grand acteur allemand, il vient de définir le cinéma de Frères Lumière. Dans la cabine, c'est trop petit, et dehors, c'est trop grand, on n'en voit jamais la fin.
Et bien c'est ça, le cinéma des frères Lumière, en tout cas des films plongés dans le magma du monde. Parce que oui, dans le plan, c'est trop petit. Comment faire tenir tout ça? Et que le monde, c'est trop grand. Et que la caméra, j'imagine, est opérateur au milieu du monde, sur toutes les places du monde, place rouge, sur les Champs-Élysées, et on voit un monde fou parce qu'il n'y a pas comme beaucoup de bagnoles, que la rue appartient à tout le monde. C'est des flots ininterrompus de personnes. Ce qui est filmé, c'est le peuple. Ce qui est filmé, c'est des foules. Et ces foules transpercent le plan. C'est ça qui frappe. Le malheureux caméraman essaie de capter quelque chose, il va y arriver. Je vais vous dire pourquoi. Mais le point de départ, c'est que la lutte est inégale. C'est trop compliqué, c'est inégal. Le cinéma est trop petit. Comment capter quelque chose alors que ça bouge tout autour et que les gens n'en finissent pas de traverser, de transpercer, d'entrelarder les plans en suivant leur propre logique à eux, c'est de vaquer à leurs occupations. Regardez les films, c'est stupéfiant. Les gens entrent et sortent. Tout le temps, ils entrent et sortent. Et de temps en temps, il y en a encore remarque. C'est assez frappant de voir à quel point il y a peu de regard caméra. Ce qui n'est pas logique. Le cinéma est une invention nouvelle. Voilà, comme si on s'en foutait un peu du cinéma. Voilà, ou comme si on ne le regardait même pas. Comme si ce caméraman était quasiment invisible. C'est pas vrai tous les films, mais je suis assez frappé de voir qu'il y a vraiment très peu de regard caméra. Voilà. Ce cinéma qui essaie de capter quelque chose dans le champ du monde est transpercé par le hors-champ. Et que lorsqu'on voit quelqu'un, il sort du champ, la première question qu'on a envie de savoir, c'est où il va. Pour ça, il faudra faire un deuxième plan, mais c'est trop tôt. Et que l'endroit où il va, les questions qu'on se pose, il va où? C'est le début de la fiction. Jean Renoir disait ça. Il y a dans ce coffret dont je vous parle un très très beau bonus où Éric Rohmer s'entretient avec Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque française, et le vieux Renoir. Et ils regardent ensemble 40 films lumière et ils en parlent. Et Renoir, il dit ceci, ce qui est le plus beau dans les plans lumière, c'est ce qu'il y a dehors. C'est ce qu'on voit pas. Il dit c'est la place du spectateur. C'est là, c'est dans le hors-fond des films lumière. C'est là où on voit rien. Parce que c'est là que nous allons pouvoir imaginer où tous ces gens vont. Et d'où ils viennent. C'est parfait. On ne peut pas mieux définir le rapport entre documentaire et fiction. La fiction, c'est nous qui la faisons, même si le matériau est documentaire. Le jeu d'emblée entre champ et hors-champ. Alors, puisque la lutte est inégale, qu'a-t-il fallu faire? Qu'a-t-il fallu inventer à Monsieur Doublier et à ces autres opérateurs lumière pour quand même fixer notre attention, car c'est bien ça le but. À trouver des formes. Écrire. Quand on me dit que le cinéma lumière, c'est de la transparence, c'est de la captation, c'est un simple prélèvement du monde, c'est de la foutaise. Il a fallu trouver des formes, les moyens de retenir l'attention. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que les moyens de retenir l'attention ont tous à voir avec la fiction. Avec des mécanismes de fiction. Ce n'est pas que la fiction, mais c'est des tensions vertes. C'est des principes de fiction. Alors, prenons quelques exemples. À commencer par le célèbre film, le contraire de la régulation des flux, là, la fameuse arrivée du train en gare de la Ciotat. C'est le film le plus génial de l'histoire du cinéma. Là, c'est magnifique. C'est pas mieux faire. C'est lui, l'inventeur. Je ne sais pas qui a filmé, mais c'est lui qui est l'inventeur du cinéma. Le vrai. C'est pas la lumière. La lumière, ils ont inventé la caméra, ils ont la bonne idée d'inventer la projection. C'est capital. Il n'y a pas de cinéma sans projection. Voir des images plus grandes que nous et les voir ensemble. Belle idée. Oui, mais ce qu'invente le monsieur qui filme l'arrivée du train en gare de la Ciotat, c'est le spectateur. Ça, c'est marqué. Je dis ça parce que ce monsieur, lorsqu'il filme, il n'y a pas encore eu de séance de cinéma dans l'histoire, puisque ce film appartient à la première projection. Les 4 ou 5 premiers films lumière que l'on voit dans la première projection au Grand Palais en décembre 1895, ces films, puisque ce sont les premiers films projetés, ça veut dire qu'au moment où on les tourne, la projection n'existait pas, donc le spectateur non plus. Voilà. Ça veut dire que les premiers films ont dû être tournés en postulant l'existence d'une créature à venir. C'est comme Frankenstein. On invente une créature qui va vous échapper, ça s'appelle un spectateur. Magnifique. Les 5 premiers films tournés ont été tournés en imaginant que peut-être un jour, il y aurait projection, donc quelqu'un devant, donc un spectateur, donc on va créer des formes pour lui. On va, dans ce conflit, dans cette lutte entre le champ et le hors-champ, dans cette lutte, dans ce combat inégal entre un plan trop petit et le monde trop grand, on va trouver des formes pour un spectateur. Et la forme de l'arrivée du train en gare, c'est sublime. Parce que, vous avez vu le plan, sinon, sur Internet, ça c'est bien, on voit facilement, le train, il arrive du fond de l'image jusqu'à l'avant du plan, frontalité. Et bon, d'après la légende,
ou l'anecdote ou la chronique, certains spectateurs ont eu peur. Ça m'étonnerait, l'image est trop petite. Mais ils ont peur, si. Effet de réel. Voilà, ça s'appelle l'effet de réel, l'effet d'effroi, l'effet dû au surgissement. Les gens ont cru que le train allait sortir de l'écran. Et c'est volontaire. Parce que cet opérateur, il aurait pu filmer autrement. Il aurait pu filmer depuis le point de vue de la vache. Puisqu'il paraît que les vaches aiment beaucoup regarder passer les trains. Alors on aurait mis la caméra là, et le train s'est passé comme ça. Il aurait traversé l'écran. Latéralement, de gauche à droite, de droite à gauche, mais pas du tout. Jacques, ça vient vers nous. C'est un choix. C'est un choix de mise en scène. C'est pour retenir notre attention et provoquer un effet sur une créature à venir. Et réfléchissons. 50 secondes dans la pellicule. Comment ça se fait que là, j'enclenche la caméra, c'est la seconde 1, et que lorsqu'il n'y a plus de pellicule dans la caméra, dans la bobine, le train est au bon endroit. Il s'est arrêté, et non seulement il s'est arrêté, mais des gens ont le temps de monter dedans, et d'autres en sortir. En 50 secondes. Il n'y aurait pas eu répétition par hasard. Vous avez peut-être la captation, vous? Il n'y aurait pas eu une tentative, 2, 3, 4, 5? Parce que je vous garantis que, je suis renseigné, il n'y avait pas, le conducteur de la locomotive, il n'avait pas le téléphone portable pour dire à l'opérateur lumière, beaucoup j'arrive. Donc, il a fallu calculer, répéter. Et donc, il y a déjà un processus de mise en fiction. Et donc, tout un travail pour produire un effet. Mais allons plus loin. Quelque chose nous surprend beaucoup. C'est que sur le quai de la gare, il n'y a personne qui regarde la caméra. Alors ça, c'est pas normal. Déjà aujourd'hui, quand vous baladez dans n'importe quelle ville du monde, et vous les filmez, je ne sais pas, dans la Tour Eiffel, il y a face à 55 Japonais qui ont fait beaucoup de monde objectif, et là, on n'a jamais vu de caméra de toute l'histoire du monde, il y a un Gugus, vous allez tranquillement prendre votre train à la Ciotat, il y a un Gugus qui fait. C'est ça, c'est un martien. Et personne ne le regarde. On n'aurait pas dit par hasard à ces gens, vous savez, un jour au cinéma, ce sera la loi, on ne peut pas regarder la caméra. Voilà. Ah oui, t'as pas tout ce qu'il invente, le type. Évidemment, il y a eu répétition. Ou qu'on les a prévenus. Tout ça n'est pas spontané. J'en veux pour preuve que ceux qui descendent du train, regardez-les ceux qui descendent du train, parce qu'eux non plus n'avaient pas de téléphone portable, donc ils n'étaient pas au courant que quelqu'un allait faire le martien sur le quai. Eh bien, eux écartent tous la caméra. Que de mouvements dans un simple film de 50 secondes. Ce mouvement vertical, du fond vers moi, ceux-là qui montent sans regarder la caméra et qui vont dans le train, et ceux qui en descendent et qui me regardent. Incroyable. Voilà. Invention de la mise en scène. Invention de formes qui vont permettre de faire tenir le monde dans le plan. Je trouve ça magnifique comme idée. Quelle décision majeure. Non pas, puisqu'on sait que le plan, le cinéma est trop petit face au monde, de dire c'est pas grave. On va faire avec. On va composer avec le monde. On va faire alliance. On va trouver les moyens. Plutôt que de s'imposer au monde. Domestiquer le monde, s'imposer à lui. Ça, c'est l'image audiovisuelle. Ça, c'est l'analyse Bertrand. De nouveau, le chemin parcouru. Le cinéma naît avec des gens qui pensent que la lutte est inégale et que le plan est trop petit. Et nous arrivons aujourd'hui avec des gens qui pensent que le monde est trop petit. Que l'image va englober tout le monde. Quel chemin de merde en 120 ans.